Hello. Make sure I got my mic. Yep. Hello, everybody. Welcome. Bienvenue. We're starting our Emerging Scholars panel today, and I'm the moderator this evening. My name is Roman Chacon. I am a PhD candidate at New York University, and I also study music. So I'm very happy to be here today with the Emerging Scholars Cafe. Mais très content pour là. Moi, je Roman Chacon, m'a étudié à l'Université de New York, et puis je suis content to be here today. Sorry for my broken Creole and my broken French. I will try my best with the introductions. And so, d'abord, oui, nous gagnons Webster Cornell, titulaire d'un baccalauréat en linguistique appliqué à l'Université d'État d'Haïti. Il simule une dizaine d'années d'expérience dans le domaine du journalisme et de la communication. Il a exercé des responsabilités dans des organisations internationales comme l'Agence de la francophonie et l'ACFAS au Québec, où il est actuellement en charge des communications et de la plateforme de communication scientifique Raccourci. Ses axes de recherche portent sur la poétique des textes, l'évolution des mœurs dans les genres musicaux haïtiens, le discours LGBTQ en Haïti, la Garbata, et puis il a pour présenter Essayli, qui est couper clouer l'ambiguïté et musique populaire. Bon, next we have Dr. Glodel Mezilas. Dr. Mezilas joins us, and he is hello. He is a CLACSO member, Conseil Latino-Américain de Sciences Sociales, a member of the Afro-Descendant group, and he received his doctorate in Latin American Studies at the Universidad Nacional Autónoma de México. He has also studied many places, Madrid and Paris, Cameroon, Germany, Switzerland, and holds degrees in modern letters from the Université d'État d'Haïti and in political science from Université Toussaint-Louverture. Dr. Mezilas is here today to discuss his series of essays about the current Haitian crisis, in which he studies the political parties, symbolic crisis itself, and the genesis of this current crisis. Our commentator on these papers today is Dr. Vincent Jus. He is a cultural anthropologist who researches post-disaster reconstruction and the relation between states, citizens, and international organizations in the Caribbean. His new book, Urban Dwelling, Haitian Citizenship, tracks the vernacular transformation of urban space by people excluded from the aid economy in post-earthquake Haiti. He's an assistant professor in the Department of Modern Language and Linguistics at Florida State University. So I'm very happy to introduce you guys, and I'll let you take over. Webster? Bonsoir. Ah. I should have six French, Creole, I think French. C'est tant que vous voulez. Nous qu'à parler créole, français, anglais. Ah ben ok, d'accord. On va faire un créole dans les trois langues. Bonsoir tout le monde. Merci Roman pour Chacon, c'est bien dit? Ouais, merci pour la présentation. Et puis, je suis très, très content d'être là avec Dr. Glodel Mezilas et Vincent Jos. Donc, Dr. Glodel Mezilas, que j'ai l'habitude de suivre à travers ses interventions en lien avec les relations internationales. Et puis, Vincent, je crois que c'est avec Martine que j'ai découvert vos travaux parce que j'ai été au séminaire international sur Jean-Claude Charles en 2018 à Tallahassee. Donc, je crois que ça a été donc une très, très belle introduction pour moi. Et puis, merci à toute l'équipe de HEC pour l'invitation et pour l'acceptation également de ma proposition. Donc, c'est vraiment un plaisir
Et puis voilà, comment que on dit pipiti devant, et à ce qu'il paraît, je vais commencer, mais avant, je laisse le soin au docteur Mézilas et Jos de se présenter. Docteur Mézilas, vous m'entendez? Oui, et un moment s'il vous plaît. Oui, et bonsoir. Maintenant, vous m'entendez maintenant? Oui, oui. Donc, je vous remercie de l'invitation et d'avoir accepté ma proposition d'intervention portant sur la crise haïtienne, un essai d'interprétation. Et c'est avec un immense plaisir que je vais partager avec vous quelques petites réflexions concernant la problématique haïtienne. Et donc, d'ores et déjà, merci, et je suis disponible et disposé à m'engager dans un débat critique ouvert avec vous. Bonsoir tout le monde. Donc, merci, merci Docteur Mézilas et Webster pour être avec nous cet après-midi. Je suis Vincent Josse, Roman Chacon m'a présenté. Je suis anthropologue culturel. Donc, je vais être le modérateur et commenter chaque intervention. Nous allons commencer avec Webster Corneille qui va présenter son travail sur Coupé-Cloué. Webster, je te donne la parole. D'accord, merci. Est-ce que je peux partager donc PowerPoint, un fichier PowerPoint? Oh, à ce qu'il paraît, oui, je peux ça le t'a faire. marché. Bon, ouais. D'accord. OK. C'est bon? OK, une seconde. Oh. Excusez, voilà. Voilà, c'est bon maintenant pour tout le monde. D'accord. Alors, justement, je me représente, c'est Webster Corneille. Je suis beaucoup plus connu dans les milieux de la communication et du journalisme, parce que j'ai travaillé pendant plus de 10 ans et avoir été également donc, chargé de communication de FAO en Haïti et de l'AUF dans la Caraïbe. L'AUF, c'est Agence universitaire de la francophonie, et actuellement de Raccourci, qui est une plateforme de communication scientifique qui est promue par AUF et ACFAS, ACFAS qui est une association nationale canadienne, je vais dire francophone. Donc, c'est que je joue le rôle de chargé des communications. Donc, on essaie de voir comment fournir des ressources pertinentes, rares à des jeunes chercheurs, surtout que l'on appelle les acteurs de la relève, donc pour mieux préparer ou présenter leur communication et des sciences. Donc, comme on dit, communication des sciences pour donner le langage à face. Alors, et justement pour moi, donc c'est par rapport à ce travail Coupé-Cloué musique populaire ambiguïté, c'est un extrait du travail que j'ai présenté en juin dernier à la faculté de linguistique appliquée pour l'obtention de mon mémoire de licence. Alors, ça a été un bon étonnement pour certains puisqu'on pensait que j'avais déjà présenté ce travail. Alors, Coupé-Cloué, nous savons très bien de son vrai nom, Jean Gesner Henry, il est venu pour les Haïtiens. Par exemple, pour moi, je viens du nord-ouest d'Haïti, de Port-de-Paix, donc Coupé-Cloué est venu à moi. Donc, je ne l'ai pas cherché puisque donc, dans mon voisinage, dans ma famille, on écoutait Coupé-Cloué. Ça veut dire de très tôt, on amenait déjà à réfléchir sur la référence, sur certaines références et dans les textes de Coupé-Cloué, ce qu'il voulait dire, et aussi, mais on aimait aussi le rite Kompamamba parce que c'est un rite très, très entraînant, comme tout le monde l'a dit, ou encore ceux qui ont déjà travaillé sur lui, qui m'ont précédé. Donc, le rite Kompamamba qui est, pour Maximilien Laroche, c'est Kompam en bas. C'est pour ça qu'il y a cette sensualité lorsqu'on danse Kompam en bas, donc Kompam en bas pour lui, donc c'est deux mots qui sont détachés, donc après, mais on dit surtout Kompam en bas. Alors, dans ce travail, d'abord, au départ, j'ai démarré des études en psychologie et en linguistique, donc très tôt, j'ai toujours été un passionné des jeux de langage, et que ce soit dans les textes littéraires, que ce soit dans les textes journalistiques, certains journalistes que moi, perso, dans mes travaux, donc que je cite surtout, ou encore des jeux de langage dans les textes musicaux, ou encore des groupes comme Voix des îles en Haïti, qu'on aime écouter, surtout dans les périodes carnavalesques. Donc,
Et ça m'a amené vers Coupé Chloé parce qu'à un moment, au départ, je dis Coupé Chloé m'a été introduit involontairement lorsque j'étais petit à Port-de-Paix, mais en arrivant à la faculté de linguistique appliquée, j'ai commencé à travailler sur certains textes et puis j'ai développé cette passion-là. J'ai grandi cette passion-là pour les jeux de langage. Ce qui est très, très présent chez Coupé Chloé. Après, il y a le côté évocateur des textes ou l'exploitation du double sens, parce que ça a toujours fait l'objet de débats à la faculté de linguistique appliquée ou à la faculté des sciences humaines, ou encore à la radio, parce que moi, j'en ai même une émission pendant plus de 8 ans sur Radio Vision 2000, une émission culturelle les samedis matins. Je crois que j'ai déjà reçu une fois et Dr. Martine Monroe à cette émission. Louis Culture, elle s'appelait. Donc, c'est que parfois, j'ai toujours invité des gens à venir commenter, interpréter des textes. Alors, mais pour Couper Chloé, pourquoi je suis arrivé à Couper Chloé jusqu'à faire un travail académique? L'idée, c'est qu'il y a cette idée reçue que ce n'est pas une idée reçue, il y a cette idée commune, c'est très, très populaire, c'est qu'on regarde toujours Coupé Chloé du côté de la misogynie donc en Haïti actuellement. Donc, ça veut dire que, selon Maximilien Laroche, dans un texte qu'il a écrit sur l'image de la femme dans la musique populaire haïtienne vers les années 90, il a dit que cette image-là de Coupé Chloé comme étant un être misogyne et a trouvé son origine à la fin des années 80. Donc, il a dit que c'est chez il a dit qu'une cohorte de féministes de la première heure, c'est comme ça il les appelle, et qui a commencé à interpréter les textes de Coupé Chloé à la lumière des théories donc, qui mettent en vogue la misogynie, le sexisme, tout ça. Alors, à un moment, les deux travaux qui m'ont précédé, qui ont été réalisés sur Coupé Chloé, les deux travaux académiques que je voulais dire, c'est que au sein de l'Université d'Haïti, il y avait en 2007 le travail de la représentation de la femme dans le texte de Coupé Chloé, qui est un travail de Vans Brutus. Et puis, il y avait en 2018 un autre travail sur perception de la femme et des perceptions des femmes de la classe moyenne de Port-au-Prince dans la musique de Coupé Chloé. Et puis en 2019, il y avait un travail qui a été réalisé par le professeur Richemont à la Fac des sciences humaines qui essayait de faire un travail comparatif et analogique, disons, entre Coupé Chloé et Harmonique. Harmonique qui est un groupe à tendance compas, mais un groupe plus ou moins contemporain. Donc, c'est que de tous ces travaux-là, ce que je n'avais pas remarqué, c'est que si à chaque fois on dit que Coupé Chloé est misogyne, on dit qu'il est sexiste et que à travers ces mots, moi je me suis dit, mais pourquoi un jour on ne peut pas faire un travail sur ces mots ou encore sur son langage pour voir exactement de quoi il en est. Donc, ça veut dire ça m'a intéressé surtout au départ. Et je dois dire également avec l'aide du professeur Edson Ossilien également, qui a une passion pour les jeux de mots et puis qui s'était prêté au jeu et voilà pour réaliser ce travail. D'ailleurs, je l'ai réalisé sous sa direction. Alors, et plus tard, je vais plutôt parce qu'on dit surtout que Coupé Chloé fait des métaphores, alors que moi, j'aurais trouvé que c'est une étude de l'ambiguïté qu'on peut faire chez Coupé Chloé, mais plus tard, j'aurais quand même à revenir sur sur les deux notions, peut-être faire une petite comparaison entre les deux notions, entre métaphore et ambiguïté. Alors, quand on parle d'ambiguïté, il y a des auteurs classiques dans l'ambiguïté. D'abord, l'ambiguïté part avec Aristote dans ses travaux dans la poétique, mais dans les travaux académiques qui sont surtout reconnus, cités dans les travaux sur l'ambiguïté, c'est surtout des travaux de Fox, Catherine Fox, qui voit l'ambiguïté comme une alternative entre plusieurs significations mutuellement exclusives associées à une même forme au sein de la langue. Ça veut dire que si une bonne forme, par exemple, nous bon téléphone, et puis, donc, si le cas renvoie est au moins à deux formes, ou bien, par exemple, le cas renvoie est à deux formes, donc, c'est au moins deux formes qui sont exclusives, ça veut dire que l'une pas dépend de l'autre. Donc, Fox lui-même, dans le cas, il parlait de ambiguïté. Par exemple, on prend le texte d'attendre dans le commencement, Rose de Jardin là, Jardin, nous connaissons l'image qui est populaire jardin gain, nous ouais que c'est dans question fermage, dans question monde qui planté, mais dans le texte Coupé Chloé, jardin lui référé à vagin fia, voilà, au vagin de la femme. Donc c'est un peu ça c'est un peu ça l'idée. Oh, excusez, il y a une mauvaise manipulation. Ah, excusez, il y a une mauvaise manipulation. Ça va maintenant? OK. D'accord. Et excusez, je vais agrandir ça. Voilà. Et l'idée est je disais,
ouais, je veux dire, par exemple, je prenais l'exemple de Jardin, petit garçon, Rosé Jardin là, qui a un texte de Coupé Cloué, un texte qu'il a interprété parce que c'est pas son travail originel. Donc, c'est qu'on voit Jardin, comme je disais, Jardin qui est cet espace et pour planter, tout ça, labourer. Mais Jardin réfère à la partie intime de la femme dans le texte de Coupé Cloué. Rosé Jardin là. D'ailleurs, l'histoire, c'est juste un jeune garçon qui trouvait l'autre jour dans un journal, moi, une dame qui besoin de jardinier. Ça veut dire qu'il y a une madame qui besoin d'un jardinier pour être capable de rosé jardin. Ça veut dire qu'il a cherché un monsieur, un homme pour capable de venir habiter, donc pour avoir des relations sexuelles. Alors, ben, ces images-là du double sens, finalement, nous ont beaucoup intéressés, beaucoup interpellés dans le cadre de ce travail. Mais je me suis posé quelques questions à travers ce travail. D'abord, l'idée, c'est de voir en quoi l'ambiguïté est constitutive de l'expression de Coupé Cloué, sous quelle forme se manifeste-t-elle, comment interpréter les stratégies interlocutives auxquelles l'ambiguïté des textes donne lieu. Et puis, après ces derniers temps, cette question ne se retrouvait pas dans le travail originel, mais quelle place occupent ces musiques dans l'expression, dans l'expérience sociale haïtienne. Parce que j'ai commencé à voir, donc, à regarder, donc, Coupé Cloué sur l'aspect genre ces derniers jours. Par exemple, j'essaie de voir comment, donc, par exemple, dans les années 80, comment, donc, l'expression de la musique populaire, donc, face à la femme haïtienne, ou encore la valorisation de la femme haïtienne par rapport à aujourd'hui, comment ça se manifeste. Alors, pour collecter les données pour ce travail, d'abord, c'est que je dis un travail qualitatif. Donc, j'ai utilisé Radio Vision 2000, qui est mon alma mater d'où je viens. Donc, j'ai utilisé des musiques donc, dans des stations de radio. J'ai collecté également les musiques, des données sur les réseaux sociaux. Par exemple, j'avais établi des critères pour voir des critères de popularité de la musique pour voir, donc au moins la musique doit être cumulée au moins 100 000 vues sur YouTube. Et j'avais aussi, donc j'étais en contact avec des animateurs de radio pour voir, parce qu'il y a en Haïti, et il y a cette tendance à faire donc des statistiques et chaque semaine, demander combien de monde fait, demander des musiques, et puis à la fin, donc demander combien de monde qui te demandé pour telle musique, et puis faire top 10, créer des top 10, top 20. Et j'ai également donc, pour réaliser ce travail donc, comme matériel verbal, puisque c'est un travail qui va réaliser sur le discours de Coupé Cloué. Donc, j'ai considéré 10 textes de Coupé Cloué donc, pour analyser, pour cerner l'ambiguïté. Alors, les textes, c'est facile, je vais les lire rapidement. Gros bambou, il y a langue, il y a en dedans, il y a Odonki, il y a saucisse, il y a Fultan, il y a Saint-Antoine de La vie de femme, il y a Mabdi, et puis il y a Best of Coupé Cloué. Donc, il y a Tu peux mettre, il y a Rosé Jardin là. Voilà. Donc, il y a des musiques de Coupé Cloué, par exemple, il y a des musiques de Coupé Cloué réinterprétées dans un album qui vient, parce que l'identité presque Coupé Cloué gagne presque 20 albums, même Assad Franqueur est arrivé, identifier combien d'albums Coupé Cloué était gagné. Assad Franqueur qui était membre de Jazz là et qui proposait un succès pour Jazz là. Alors, à travers cette recherche, ce qu'on voulait montrer également, c'est montrer qu'une analyse sémantico-stylistique et énonciative peut contribuer à la levée d'ambiguïté chez Coupé Cloué et renouveler le discours sur Coupé Cloué. C'est ce que je disais au départ, puisque le discours était plutôt concentré, c'était convergé vers l'aspect genre, beaucoup plus sur l'aspect genre chez Coupé Cloué, donc tout le temps. Donc, on voit, il y a cette dénonciation, donc pour voir ces musiques, voilà, on ne peut pas interroger, on peut pas parler de ces musiques parce qu'il est misogyne, il est sexiste, tout ça. Ça que moi-même, d'accord, parce que moi, je dis ça dans le texte, travaille pas maintenant. D'abord, dans la musique, dans la série musique, et Coupé Cloué même fait appel au viol, et c'est des séries images qui présentent, qui réelles dans le discours par là. Et aussi, j'avais envie de susciter une réflexion sur la question des problématiques linguistiques minorées, parce que c'est presque une série thématique qui pas trop abordée ici, surtout, mais même quand c'est pas seulement ici, qui pas trop abordée un peu, et donner une image décomplexée du travail académique. Ça veut dire qu'on peut travailler sur une musique, sur Coupé Cloué quelque part, parce que par rapport à la tendance, il y a une assemblée de série artistes en Haïti qui plus est prêté pour qui plus, on est capable de dire plus, dans l'imaginaire là que monde ça au plus favorable pour un travail académique qui fait sur par rapport à une série l'autre. Et aussi
ouvrir des perspectives de recherche sur les contenus de la musique haïtienne, sur la polysémie en créole haïtien, puisqu'il n'y a pas trop de travaux sur la polysémie, sinon que je sais qu'il y a professeur Moulès et Paul Moulès à la faculté de linguistique appliquée qui a réalisé des travaux sur la polysémie. Okay. Alors, comme hypothèse, on avait établi chez Coupé-Cloué, les énoncés admettent l'existence d'au moins deux structures interprétatives distinctes. C'est aussi là, on retourne à l'idée d'interprétation alternative de Fox. On voit aussi que l'interprétation est d'ordre sémantique. Son traitement relèverait donc de la composante lexicale. Et l'identification des éléments établissant les rapports nécessaires à l'interprétation reposerait sur l'intuition du récepteur en tant que sujet parlant, maîtrisant les facteurs extralinguistiques auxquels l'ambiguïté donne lieu. Parce que l'idée, c'est que ce qu'il faut voir avec l'ambiguïté, c'est qu'il y a le contexte extralinguistique qui est très, très en vogue. Parce que c'est si nous dit Rosé Jardin là, donc peut-être pour un asiatique, ça ne pas forcément dire un peu le bagage pour lui. Mais pour un caribéen, d'abord pour un locuteur créolophone qui francophone tout Jardin, c'est presque la sonorité n'est pas trop éloignée. Donc, Jardin dira quelque chose certainement à cette personne parce qu'elle est de la Caraïbe et elle a déjà certains référencements par rapport au mot. Donc, ça veut dire qu'il y a le contexte extra-linguistique qui est aussi très, très important donc, à en tenir compte dans une étude de l'ambiguïté. Alors là, puisque c'est, je crois que le temps, après, on a là, je passe au stade d'interprétation des résultats, d'accord, pour montrer qu'effectivement, dans des textes de Coupé-Cloué, il y a l'existence de la dite ambiguïté. Par exemple, si on prend le texte Saint-Antoine, la vie de femme, puisqu'il n'y a pas une seule musique Saint-Antoine, et que Coupé-Cloué parle de circonférence. Donc, ça, d'abord, on prend au départ, on prend certaines définitions du petit Roubert et d'autres du nouveau Littré, ça dépend. Et que si on prend ces conférences ici, ces conférences, par exemple, renvoient au contour d'une ville, d'un espace. Alors, mais aussi donc, dans la réalité haïtienne, pour certains locuteurs, si conférence veut l'autre bagaille, tout, par exemple, puisque nous te dit dans le travail, ça nous épuisé sur les réseaux sociaux, nous j'ai un énoncé qui attire l'attention sur les réseaux sociaux, c'est un internaute qui dit l'autre là, ou pas qu'à complexer sur ces conférences mon dame, non, Bambi. Donc, ça veut dire que c'est par rapport là, c'est toujours l'idée de l'espace, c'est toujours l'idée donc, de voir donc, une image qui a une certaine grandeur, largeur, mais là, c'est pas, ça ne va pas forcément directement à un espace physique comme ça a été pour le petit Robert. Et chez Coupé-Cloué également, quand il dit par exemple que dans l'énoncé, moins campé à regarder dans la vitrine pour m'a regarder toutes circonférences de la Terre. Que j'ai traduit, donc, je l'observe de la vitrine pour voir toute la circonférence de la Terre. Donc, ici, là, on peut voir, donc, il s'agit de personnages qui entrevoient dans l'entrebâillement, donc, puisque Coupé-Cloué, c'est toujours l'utilisation du jeu. Là, on peut dire que c'est lui qui entrevoit dans l'entrebâillement d'une vitrine le sexe de la femme. Et le lexème circonférence pourrait être comparé toujours aux fesses de la demoiselle. Mais là, donc, puisque il y a chez Fox l'idée d'amorçage sémantique, ça veut dire que c'est contexte qui parle fort, ouais, exactement, qui ça moun nan te vle di. Par exemple, moun nan doit te dit 2-3 mots avant ou bien 2-3 mots après dans le texte là, ça bon l'idée réellement, mais à qui ça le fait référence. Et dans ce texte là, Coupé-Cloué qui a décrit donc question Kofia, donc ça est partie intime fia. Donc ça fait nous établir que c'est avec sexe fia que lui-même lui fait référence. Alors, deuxième exemple. Et là, je vais dire, par exemple, pourquoi j'ai pris housing. Housing qui est en anglais housing, qui veut dire logement. Alors, j'ai testé donc plusieurs personnes. J'ai testé avec plusieurs personnes le sens de housing. Parce que housing également, donc par exemple, si on a un téléphone, par exemple, on monte une machine, housing, ça aussi, on peut parler de housing. Mais
chez Coupé Cloué, housing réfère aux fesses de la femme. Parce que ce qui est arrivé chez Coupé Cloué, parce que dans le travail académique, j'ai parlé de l'esthétique chez Coupé Cloué. La façon de voir l'esthétique de Coupé Cloué, donc il faut regarder la construction des textes. Il faut regarder la construction des textes. Et par exemple, pour ces textes, Coupé Cloué recourt à des emprunts, recourt à des néologismes, tout ça pour construire ces textes. Et on va voir dans beaucoup de textes de Coupé Cloué, il y a des néologismes. Et aussi, il y a la cadence de ces textes également, qu'on va voir, par exemple, que pour quelqu'un comme Frénan Léger, dans sa thèse de doctorat, ou quelqu'un comme Edson Ossilien, qui est mon directeur de mémoire. Donc, c'est que Coupé Cloué fait partie des 4 grands audienceurs de l'audience haïtienne. Alors, je disais que chez Coupé Cloué, housing renvoie aux fesses de la femme. Et là encore, c'est aussi l'idée d'amorçage évoqué par Fox pour voir qu'il parlait des fesses de la femme parce que full tank, c'est ça. Donc, c'est un jeune garçon qui quittait Haïti, qui arrivait à Montréal, et puis les jeunes, ils ont grand monde, je le dis, et puis, grand monde apprenti là, et puis, excusez. Et puis, les prend Tinegla, les mettent dans le cahier chaque jour pour Tinegla qui avait une full temps. Donc, c'est un peu ça l'idée alors. Bon, il tout profiter, question migration, tout profiter aborder dans le texte, tout comment, comme si on série jeune, fille ou garçon, comme si les immigrés, donc il y a des choix, elle fait des choix forcés par rapport aux circonstances. Texte, ça me pensait qu'il y a une possibilité pour aborder ça tout. Alors, nous prenons l'autre exemple qui c'est dactylographie. Donc, ça, c'est vrai qu'il y a appareil dactylographie qui est au moins en vogue, je dis là, par rapport dans l'école, même quand dans série ministère en Haïti, moi, toujours utilisé, bien espace qui utilisé. Mais dactylographie, l'idée à renvoyer à appareil, nous connaissons, côté que mon a tapé au départ, qui était très, très populaire, peut-être même avant l'usage des ordinateurs, tout ça. Mais la caille coupée chlorée dans ce saucisse là, donc là, c'est. Et là, pour moi, ça, c'est vraiment du viol. L'idée, c'est ce que j'ai dit. Donc, c'est un peu de viol, comme si Coupé Cloué qui a expliqué comment monsieur a lui-même, qui a baïti moun nan douette, Là, c'est vraiment du viol. Donc, la dactylographie, dans ce sens, c'est comme doigter la femme, donc en créole, un bon créole, baï moun nan douette. Alors, on sait qu'avec Coupé Cloué, c'est la grivoiserie. Donc, c'est que je dois reprendre les mots comme ils sont. Woman, je ne vais pas rester pendant longtemps. Je vois que tu regardes l'heure. Et puis, alors, je pense que je reste à radiographie. Radiographie également, par exemple, je prends plusieurs exemples. Radiographie, il y a une première image de radiographie, c'est un monde qui est à l'hôpital. Par exemple, un médecin il doit avoir le faire radiographie. Ça, tout le monde connaît l'image ça. Une autre façon d'utiliser la radiographie, c'est par exemple pour nous dire que bon, il a fait radiographie de la société haïtienne, ou encore radiographie d'une dictature de Gérard Pierre-Charles, qui est un classique en Haïti que je connais très, très bien. Et que ça, c'est pour dire que, par exemple, c'est quelqu'un qui a essayé de cerner, de faire le panorama de ce qu'il a vu, de ce qu'il a compris, ou encore d'un système et de ce qu'a été une situation. Alors, justement, sur Twitter, il y a Samuel Dameis qui est un influenceur que peut-être que vous connaissez, qui a fait cette énonciation. Foni ou pas, Folki, c'est radiographie société A, en pile jusqu'à présent par les créoles, c'est déshonnête. Donc, alors, moi, ce que j'ai compris avec ça, donc, c'est que c'est une façon pour dire que Folki, c'est reflet sur la société haïtienne. Je connais mon artiste Folki. Folki, c'était un artiste à un moment donné qui était très, très, très populaire sur le social media, toujours utilisé, extrait et parole pour capable d'interpréter une série de situations. Même j'ai fait pour monsieur qui est Willer, dans le moment ça là, et Willer et Saint-O. Mais dans Saint-Antoine, dans Mabdi, donc Mabdi nous rappelle son histoire, donc son petit monde qui découvre papa, qui avait capable de dire en quelque sorte bon nom, qui a son mavel, et puis les moments tournent dans la caille, Tinegla dit, l'abdi, et papa va d'accord au départ, et sa papa a dit, bon, si vous voulez, vous mettez dit. Et puis c'est son moment côté, c'est là, papa va toi prendre tout moment, tu faire une bagarre avec l'histoire de tromperie, tout ça. Et même dans Saint-Antoine, la vie de femme, non, Mabdi,
nan m'a dit couper clouer lui-même, il dit comme ça que li pop, li mette main sous ti bonne nan, li foué col en bas l'office, en puis il tombe fait bonne nan radiographie. Là encore, c'est la même chose, l'idée, la même chose, l'idée du viol est côté couper clouer qui a bail, qui a doigté tifia. Mais là encore, plusieurs monde m'ont parlé avec, on dit qu'il y a possibilité pour nous parler de pénétration. Oui, effectivement, il y a possibilité de parler de pénétration, mais ce n'est pas toujours dans la question de la massage sémantique que reste texte pas une possibilité pour parler de pénétration. C'est ça que fait interpréter par rapport à doigté. Et puis moi-même, moi, fait une interférence par rapport avec cette de la vie de femme que Coupe Chloé encore utilisé radiographie. Par exemple, elle a dit que puisque Saint-Antoine, c'est une série de mesdames qui quittent Mario dans la caille et puis qu'elle dans pèlerinage, mais qu'elle a raché, qu'elle a ses autres pieds saints et qui a dans pèlerinage. Et puis qui quitte là dans la caille, elle a fait la navette. Et puis au départ, il a dit, bon, c'est presque un boule bolette. Et puis elle a fait la navette. Et puis, Coupe Chloé dit dans Saint-Antoine, et pas ça, là, le régler, là, le fait radiographie, là, le raché dans derrière, là, le bas et la donne. Là, dans Kassanou, c'est pas question de me capable de dire faire radiographie l'hôpital Coupe Chloé. Il dit directement que gossé mesdames qui allaient dans Saint-Antoine, c'est pas question prière qu'il a géré, mais c'est plutôt c'est parce que peut-être rendez-vous avec l'autre nègre, c'est bon, celle mesdames yo monsieur frappé, rendez-vous avec l'autre nègre et puis c'est ça elle fait, il a bagaché dans derrière. Alors, comme conclusion, donc, pour moi, on est très, très proche. quelques secondes de patience. Alors, j'en ai dit depuis au départ, comme si on peut parler d'ambiguïté, au moins, il faut une possibilité pour être capable de gagner au moins 2 interprétations alternatives. Ça veut dire que ce n'est pas une interprétation qui chitasse, c'est une interprétation eux-mêmes qui, chaque interprétation eux-mêmes, il y a 2 grands mondes peut-être pas, il y a 2 capables d'exister pour compte. Ça, nous-mêmes, nous arrivons, ouais, par rapport avec tout. Et bribes, texte, nous essayons de garder ensemble là. Et il y a un critère ambiguïté d'après Fox, c'est surtout polysémie et homonymie. Nous pas garder, nous un caractère polysémie qui gagne dans chaque bribe texte nous prenons, mais nous pas garder homonyme parce que homonymie c'est presque inexistant, bah quasi pas exister du tout en attendant que les pouvait presque inexistant en créole en créole haïtien. Peut-être que c'est un moyen tout qui est capable à un certain moment. Donc, je ne vais pas dire inverser la thèse de Fox, mais plutôt comme mettre à jour la thèse de Fox, dans la mesure que, et de voir, puisqu'elle est définitive en ce sens que l'ambiguïté est déterminée par la polysémie et l'homonymie. Alors, qu'il y a des langues, comme le créole, peut-être potentiellement d'autres langues, qui n'ont pas respecté, qui ne respectent pas le critère homonymique est établi par Fox comme étant l'un des indices pour parler d'ambiguïté. Donc, ça veut dire qu'on a seulement regardé le côté polysémique des énoncés donc, ou encore des éléments de langage. Alors, ce qu'on avait dit au départ, c'est qu'on a remarqué également que Coupe Chloé recourt à des emprunts lexicaux. Donc, et dans une certaine mesure, donc, à un moment donné, Coupe Chloé donne aussi la possibilité de regarder la question du néologisme parce qu'il y a des emprunts qui sont restés dans la langue. Il y a des emprunts qui sont restés dans la langue et qu'on continue à les utiliser donc, et dans le parler quotidien. Donc, ça veut dire que et ces emprunts-là, par exemple, housing, comme je l'ai pris, donc ça vient de l'anglais, housing, qui est retraçable, housing, qui ont une maison, qui c'est, ou bien avec un capot, une petite pochette, un téléphone qui est retraçable. OK. Et puis après, des limites, et par exemple, que c'est ce qu'on avait dès le départ, on était conscient, c'est que donc c'est un travail qui prend seulement en compte, et bon, là je sais, c'est un travail qui prend seulement en compte 20 et 10 musiques de Coupe Chloé, alors que c'est un album, c'est Coupe Chloé a plus d'une vingtaine d'albums, comme on dit, donc c'est que parce que c'était un petit genre difficile pour nous seulement miser sur 10 musiques ça, et puis on dit, bon voilà, donc c'est surtout des textes ambigus. Alors, on a laissé de côté des marqueurs d'ambiguïté comme les maximes conversationnelles, parce qu'on n'a pas pris en compte les maximes conversationnelles, on n'a pas pris en compte le butage. Par exemple, si on écoute Donkey, et vous entendez même la germination de Donkey, donc c'est quand on bouille Caprani, d'ailleurs, le dit, son bouille Caprani, donc
ça aussi crée de l'ambiguïté donc, dans les chansons de Coupé Chloé. On n'a pas aussi pris en compte les figures de style. Oui. Oui. Excusez-moi, on doit arrêter maintenant. Alors, je termine rapidement, d'accord. Ah ben, c'est fini. Ah ben, d'où, finalement, on a fait, par exemple, on pense que d'autres pistes de réflexion sont possibles sur Coupé Chloé. Alors, je pense que c'est bon maintenant. Pour moi, c'est bon. Et merci pour ça. Merci, donc, c'est bon pour moi. D'accord, merci beaucoup Esther pour cette intervention vraiment intéressante. Donc, on va parler avec docteur Mézilas. On va commencer peut-être dans 10 minutes. J'aimerais bien avoir 10 minutes où on peut poser des questions à Webster sur son travail peut-être. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le chat ou prendre la parole ici. Je vais commencer avec une question. J'aime beaucoup Coupé Chloé aussi. Il a commencé sa carrière avec le trio Céleste en tant que Gessner Henry. J'aimerais bien avoir la perspective sur les changements de Coupé Chloé entre son début de carrière à la fin des années 60 jusqu'aux années 90. Et est-ce que cette question sexuelle, cette question de misogynie, est-ce que c'est quelque chose qui va évoluer au cours de sa carrière? OK. Justement, donc, pour la deuxième question, donc, par rapport à la misogynie, donc, ce que raconte la petite histoire, par exemple, si on prend donc, les premières chansons de Coupé Chloé, c'est ce que Robert Denis a dit également. Peut-être que la chanson, les premières chansons de Coupé Chloé, au départ, c'était un troubadour, voulait parler, chanter de la femme et parler de la politique également. Robert Denis disait, il a voulu parler de la politique, mais c'est un moment après, donc, c'est la chanson. Donc, j'aime bien que cette musique, donc, qui n'a pas fait plaisir aux Duvaliéris ou encore, et puis finalement, après cette musique, il s'est réfugié à Tommaso. C'est à cette période-là qu'il a réalisé la musique Tommaso. Et Tommaso, d'après Robert Denis, donc, a Coupé Chloé, ça a pris un autre tournant dans sa carrière, donc avec Tommaso. Donc, c'est à cette époque-là qu'il s'est dit, je laisse tomber la politique, je laisse tomber le côté pittoresque, Toubado, tout ça. Et puis, il a commencé à chanter, à chanter, donc, à parler des femmes. Après, ce qui est important à voir également, c'est qu'à l'époque, c'est ce que Maxime Laroche dit également. Donc, ce qui est important à voir, c'est que les autres chanteurs de l'époque, même Nemo Jean-Baptiste également, n'a pas échappé à cette façon de décrire la femme haïtienne, à cette perception misogyne de description de la femme haïtienne. Donc, c'est la deuxième question. Si la première question, rapidement, ça a été pour dire que la première question? Je pense que tu as répondu aux deux questions. Ah, ben, OK, d'accord. Merci, c'est beau. C'est beau, d'accord. Très content. Merci. D'accord. Moi j'ai beaucoup de questions, mais est-ce que quelqu'un d'autre a des questions pour Webster? Donc, moi je vais poser des questions aussi, peut-être, pour situer un petit peu Coupé Chloé. Est-ce qu'on pourrait parler un petit peu du panorama, peut-être, des musiciens troubadours qui existaient, de quoi on parlait aussi dans cette chanson? Je pense surtout à des musiciens comme Toto Nécessité, Rodrigue Millien, Yvon Louis Sass, qui quand même rentrent encore une fois qui font de la musique qui est politique, parfois. Et ça rejoint un petit peu la question que j'avais avant. Pourquoi, enfin, maintenant, tu as répondu à ma question qu'il avait été menacé par les Duvaliéris, mais politiquement parlant, par rapport à ces autres musiciens et par rapport à l'audience aussi, comment est-ce qu'on peut situer Coupé Chloé dans ce panorama de chanteurs? Et est-ce que tu peux parler aussi de ces autres chanteurs, du contenu de leurs chansons? Je pense par exemple surtout à Yvon Louis V, qui a des contenus vraiment différents de tous les autres chanteurs que je connais, par exemple. Bon, c'est par exemple quelqu'un comme par exemple, Claude Dauphin, donc, qui a réalisé une étude sérieuse sur l'histoire de la musique haïtienne, lui, il pense que Coupé Chloé fait partie du genre troubadour. Donc, c'est qu'au départ, on pourrait trouver certains comme les carrières de Rodrigue Millien au départ, puisque c'était tous
des musiciens appartenant au genre troubadour. Donc, c'est ce que également, par exemple, d'autres personnes, on voit de ça, par exemple, Lamar qui a réalisé des études sur la musique, et Lamar qui est décédé en 2020, je crois, donc, qui a réalisé ce travail, qui pense également que Coupé Chloré devrait se situer dans la catégorie Green Sewell. Parce que Green Sewell, ça, c'était plutôt une tendance encore plus suave qui évoluait donc, du côté de l'Artibonite. Donc, c'est qu'il pense que Coupé Chloré, donc, et moi, je m'adhère un peu à la thèse Green Sewell parce que Coupé Chloré, dans une entrevue peut-être devenue célèbre qu'il a eue avec Calix, avec Fritz Calix, Gérald Calix, je crois en 93, il a dit qu'il a beaucoup puisé dans la société, dans la musique de la société secrète haïtienne. Il prend un pile musique champrelle, il l'a dit lui-même. Donc, c'est que c'est à un moment donné, Coupé Chloré l'a dit que des coups de tambour, c'est dans champrelle là que le prend. Et d'après Assad Franker, qui a été membre de Coupé Chloré, Assad Franker même disait que Coupé Chloré, c'était un membre champrel. Donc, ça veut dire que Coupé Chloré connaît très, très, très bien donc, ce rythme. Et rythme Green Sewell, là, d'après la marque, là, c'est presque ce rythme ça, qui est plus ou moins plus populaire dans la bande Zobop. Zobop, c'est une catégorie sur les secrets. Donc, ça veut dire que, et il est presque difficile, donc, puisque moi, je ne suis pas musicologue au départ, je ne suis pas comme s'établir, peut-être ça me prend, par exemple, comment Claude Dauphin lui-même Niwell, comment Lamarck lui-même Niwell. Donc, ça veut dire qu'il y a une possibilité. Mais en même temps, la question, c'est puisque Coupé Chloré a été contemporain de Nemours Jean-Baptiste, contemporain de ces grands musiciens, est-ce que Coupé Chloré n'est pas, comme on dit, par exemple, que pour la musique classique haïtienne, Coupé Chloré n'est pas un musicien classique, comme on dit. Donc, parce que à un moment, Coupé Chloré a été victime parce qu'il n'avait pas de saxophone dans sa musique. Parce qu'à l'époque là, debout son musicien, pour son gros musicien, il faut un saxophone par rapport avec toute importance ça te gagne là, question vente dans la musique, c'est ça qui fait Coupé Chloré, tu es une victime en série forme discrimination parce qu'il pas de gagner ligne dans la musique là. Et c'est ça qui fait libre réformer jazz dans les années 70 avec Assad Franker. Donc, c'est pour dire que réellement que je ne suis pas musicologue, mais c'est prendre plusieurs perspectives comment il Coupé Chloré par exemple à la fois donc, comme dans Green Sewell, à la fois comme Toubadou, mais à la fois dans la question de capable de musique compas, comme celui institué par, celle instituée pardon, par Nemours Jean-Baptiste et Sico. Oui, merci. Donc, c'est vraiment un papier passionnant. Awoudine, je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire, ni radiographie. Radiographie, ça revient dans la chanson Marteau aussi. Et à chaque fois, je me demandais, mais pourquoi il parle de radiographie? Donc, c'est peut-être une dernière question. Selon toi, est-ce que les chansons de Coupé Chloré sont à la fois ambiguës, mais elles sont, musicalement parlant, c'est aussi ambigu, on ne sait pas dans quel genre il se place. Ouais. Selon moi, c'est mon interprétation, c'est peut-être pour ça qu'il va avoir beaucoup de succès en Afrique de l'Ouest. À la fin de sa carrière, les gens adoptent sa musique, par exemple, en Côte d'Ivoire, ils tournent là-bas et c'est quelque chose qui marche. Alors que les gens comme moi, d'ailleurs, hein, j'ai beaucoup de mal parfois à comprendre Coupé Chloré, parce que mon créole, c'est plutôt un créole francisé, etc. Je me demande si cette question d'ambiguïté, en fait, selon toi, réhabilite Coupé Chloré, qui quand même, tu l'as montré, a des chansons qui sont parfois violentes. Et quel niveau d'interprétation donc nous pourrions avoir pour Coupé Chloré d'une certaine manière, qu'est-ce qui en fait un musicien légitime? Parce que je pense que ce que tu as dit est très important dans ta présentation, qu'on ne peut pas rejeter sa musique sous prétexte tout simplement qu'elle ne répond plus aux normes du genre. Donc, encore une fois, est-ce qu'il y a une possible réhabilitation? Ça, c'est une question, donc, après la soutenance du mémoire, et j'ai beaucoup d'amis féministes, puisque moi, je défends donc, les valeurs féministes, je suis en pro, en tant qu'homme. Donc, c'est que je pose souvent des positions féministes, et c'est que j'avais à répondre à cette question, est-ce que je veux dissocier l'homme de son travail? Donc, c'est que j'avais. Et je pense que c'est pour ça que je suis encore réticent. Donc, il y a au moins deux institutions qui m'ont promis des fonds pour réaliser un travail bibliographique sur Coupé Chloré. Moi, j'hésite encore parce que je ne veux pas participer à la réhabilitation de Coupé Chloré comme on est en train de le voir ici. Parce que, non, mais ça, c'est une question fondamentale que je dois répondre tout le temps.
Et même quand que j'essaie d'expliquer, donc voilà, l'idée c'était surtout de, et à côté du côté misogyne, qu'on est d'accord, je l'ai cité, je l'ai montré, tout ça, par exemple, mais ça n'a pas manqué aussi. Donc, on peut aussi faire une étude décomplexée sur le texte, sur le pouvoir, parce que je ne vais pas dire que le texte n'est pas, ou encore ne transporte pas l'image, ne se réfère pas à telle image, mais c'est juste de regarder le texte. Mais là encore, le problème, c'est que avec un travail sur Copécle, je ne peux pas rester dans la perspective structuraliste. C'est comme quoi rester dans le texte pur et dur. Je ne peux pas. D'ailleurs, mon travail également, c'est ce que tu as souligné tout d'abord, c'est que tu as des difficultés à comprendre Copécle. C'est ça aussi, c'est ça le contexte et le contexte extra-linguistique qui te manque par rapport à certaines références. Donc, l'idée, c'est que je ne peux pas faire un travail sur Copécle sans sans tenir compte du contexte. Et finalement, tenir compte du contexte, c'est à la fois voir directement le côté machiste, sexiste et misogyne qui est très, très parlant dans son travail. Donc, c'est ça aussi, c'est pour te dire que pour ne pas répondre à la vérité, parce que cette question m'a été posée dès le début, et pour te dire qu'au moins, j'ai au moins des institutions qui m'ont rapproché pour me dire si je veux réaliser un travail biographique sur Chloé, j'hésite encore parce que ma femme, elle est féministe noiriste. Donc, c'est qu'elle ne va pas me supporter, sinon elle va me demander un divorce. Donc, si je réalise un travail, elle pouvait me supporter pour la soutenance. Donc, elle était là, elle m'a supporté pour la soutenance. Mais je crois pour un travail de couple cloué qui ressemble à une forme de réhabilitation, donc je vais perdre le mariage, donc je pense. Donc, c'est que ça, j'hésite encore. J'hésite encore, c'est pour te dire qu'effectivement, vrai, il y a ce souci-là réellement. Comment parler de couple cloué? Comment ne pas participer à une tentative de réhabilitation de l'œuvre de Coupé Chloé, alors que nous savons, nous acceptons tous que ses propos sont misogynes. Là, c'est ça. Ça, c'est ma question alors. D'accord. Donc, je vais faire un dernier commentaire avant de passer au travail de Dr Médilas. Euh, Moi non plus, je ne veux pas réhabiliter Coupé Chloé, mais il y a des chansons, encore une fois, en boudou, comme Mato, Maratla, Ouais. où les femmes prennent le pouvoir, où les femmes contrôlent les hommes. Quand même, Mato, c'est l'histoire d'une belle-mère et d'une femme qui dominent entièrement un homme et l'homme n'a pas le choix que de l'appeler Maratla. C'est pareil, je pense que c'est une chanson qui est d'abord une chanson dominicaine qu'il a reprise. Ouais, Euh, ouais. mais c'est encore un homme qui est aux abois, qui appelle la femme à l'aide, etc. Donc il y a aussi, il y a chez Coupé Cloué un corpus de chansons qui est tellement énorme. Ouais, À mon avis, ouais, on peut aussi trouver des angles où à la limite serait peut-être un féministe, ouais. où à la limite il y a des rapports de pouvoir hommes-femmes qui sont plus emboutis qu'une lecture simplement, une lecture biaisée des chansons. Non, mais ça, c'est vrai, si je prends rapidement quelques secondes, c'est que même dans la musique Garçon Colon, donc il essaie de voir, de montrer, donc, et de décrire de manière insidieuse, comme il l'a fait pour les femmes, et que les garçons, pour montrer donc, nos mœurs, tout ça, nos sales mœurs, tout bien dire. Mais là encore, je ne sais pas si tu t'es rendu compte dans cette chanson, comment il dit que, bon, face à mesdames, il y a pour une femme coloquette, parce que Garçon Colon est venu après le tollé de femmes coloquettes. C'est comme C'est pour vrai. apaiser. C'est comme pour apaiser la tension. Ce n'est pas une chanson qu'il a fait de cœur. C'est pour apaiser la tension des femmes coloquées. D'ailleurs, il a dit même dans la musique, ah, mesdames, you're content. Ça veut dire que c'est comme quoi. Donc, c'est ce qu'il y a. Mais comme tu dis, c'est vrai il y a plusieurs façons d'entrer donc, dans les textes de Coupé Chloé. Mais l'idée, le risque, c'est à la fin de ne pas participer à une tentative de réhabilitation posthume de l'œuvre de Coupé Chloé, comme par exemple Gerdy Préval qui a fait la biographie de Coupé Chloé, parce que j'ai réalisé en forme un travail de vulgarisation sur Coupé Chloé. J'ai pris donc les travaux qui ont été réalisés académiques, scientifiques qui ont été réalisés sur Coupé Chloé. Et Gerdy Préval, pour lui, Coupé Chloé, c'est un poète. D'abord, pour lui, le style coupéien, c'est un style Baudelaire. Il a comparé Coupé Chloé à Baudelaire. Moi, je ne suis pas de ce côté du tout, de ce côté. D'accord. D'accord. Merci en pile, Webster. C'est vraiment un travail très, très intéressant. Docteur Mézilas, c'est à votre tour. On va écouter votre intervention. Et puis après, nous aurons une discussion de votre intervention. Encore merci à Webster. Oui, et encore une fois, je vous remercie de m'offrir cette occasion
et je remercie en particulier Madame, Mademoiselle Magali Civil, avec qui j'ai maintenu une communication constante. Et en fait, le thème de mon intervention, c'est la crise haïtienne. Et je vais essayer de partager avec vous une réflexion théorique conceptuelle sur la crise haïtienne, sur la façon dont on peut conceptualiser, comprendre la crise. Parce que toute crise a deux dynamiques. La crise, c'est d'abord une réalité, mais aussi elle est une réalité pour l'interprétation. Donc, et dans ce premier temps, je vais essayer de vous présenter l'argument central et l'hypothèse qui va structurer ma réflexion. En deuxième temps, je vais mettre en relation crise et temporalité. Parce que parler de crise, c'est parler du rapport au temps. Donc, il s'agit de savoir sous quel régime de temporalité vit la société haïtienne. Et en troisième lieu, je vais rapidement brosser quelques approches et d'analyse de la crise haïtienne et de la pensée haïtienne. C'est-à-dire comment certains auteurs haïtiens, historiens, politologues, anthropologues, ont essayé de comprendre la crise haïtienne. Et pour finir, en quatrième lieu, je vais dégager et déployer l'hypothèse à travers son observation. Je parle d'une idée très simple, d'une boutade qu'un philosophe haïtien, Ibn Rushd, a énoncé. Il dit en Haïti, la seule chose qui n'est pas en crise, c'est la crise elle-même. Donc, je me suis interrogé, comment peut-on comprendre la crise elle-même? Puisqu'il dit que ce qui n'est pas en crise en Haïti, c'est la crise elle-même. Eh bien, l'hypothèse, l'argument central qui articule, qui structure mon intervention, c'est que la crise haïtienne est fondamentalement une crise symbolique ou anthropologique, c'est-à-dire une crise qui renvoie à la question du lien social en Haïti, à la communauté nationale. Donc, la crise haïtienne, son essence fondamentale, repose sur l'idée de repère symbolique. Il y a une crise du lien social, il y a une crise de sociétalisation, de formation de la société haïtienne en tant qu'espace symbolique d'interaction. Donc, l'essence même de cette crise est à trouver dans l'incapacité des Haïtiens à constituer une communauté nationale, une communauté politique. C'est, à mon avis, l'essence fondamentale de la crise. Donc, et l'argument fondamental que je vais essayer de déployer. À partir de cet argument central, je vais mettre en relation crise et temporalité. Comment cette crise symbolique, cette crise anthropologique se déploie dans le temps? C'est le rapport entre crise et temporalité. Donc, toute crise se déploie dans deux dynamiques temporelles, de ce que j'appelle une complexité temporelle. La temporalité conjoncturelle et la temporalité structurelle. Donc, au niveau de la temporalité conjoncturelle, nous trouvons la concentration, la densification des tensions, des contradictions dans l'espace social. Donc, la dimension conjoncturelle renvoie à deux éléments. C'est la concentration, la densification, la complexification des tensions de la structure sociale. Et généralement, on met l'accent sur cette dimension. Le deuxième élément de la temporalité conjoncturelle, c'est la lutte pour le pouvoir. Généralement, la crise haïtienne se caractérise par des conflits, des luttes intenses pour la conquête du pouvoir. C'est-à-dire que c'est la temporalité conjoncturelle qui prévaut et non ce que j'appelle la temporalité structurelle qui renvoie à la crise symbolique, à la dimension anthropologique, aux repères identitaires et ethniques
de constitution d'une nation. Donc, la crise persiste parce que on met de côté sa vraie nature, qui est la dimension symbolique, structurelle, systémique, qui échappe. Par exemple, une autre manifestation empirique de la temporalité conjoncturelle, ce sont les crises la dimension institutionnelle et la crise des institutions, la crise du pouvoir présidentiel, du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif, les questions économiques, les questions commerciales, les questions de sécurité, la crise de culture politique. C'est-à-dire que c'est la manifestation conjoncturelle. La dimension politique, c'est la lutte pour le pouvoir. Et en général, la crise politique, la dimension conjoncturelle de la crise renforce, complexifie la lutte pour le pouvoir. Mais on n'aborde pas la dimension structurelle, la temporalité structurelle. Et cette temporalité structurelle remonte à la genèse de la société haïtienne. C'est là la dimension qu'on voit. Quand je parle de temporalité, nous pouvons mentionner un certain nombre de conceptions du temps. La conception linéaire du temps de la théologie chrétienne et la conception spirale du temps de la tradition mésoaméricaine, de la tradition mésoaméricaine, ou la conception cyclique du temps chez les Grecs. Donc, je pense que le temps politique, le temps social haïtien est figé parce que il repose sur une blessure, sur une fissure fondamentale et centrale. Et c'est là cette tension. Donc, généralement, les interventions se limitent à la dimension conjoncturelle et ne voient pas la dimension symbolique, la dimension anthropologique devant permettre la constitution d'une communauté. Donc, pour laisser cette deuxième partie, je dirais que nous sommes une société en voie de sociétalisation qui n'est pas encore constituée comme communauté nationale, comme espace symbolique d'interaction. Donc, c'est ça l'essence de cette crise, selon moi. Donc, comment certains auteurs haïtiens voient la crise haïtienne? Par exemple, il y a François Maniga, c'est un historien politologue. Pour lui, la crise haïtienne renvoie à la pesanteur historique du passé vivant. C'est que la société haïtienne est incapable d'entrer dans la modernisation, dans la rupture des structures traditionnelles. Il parle du passé vivant. Maniga souligne ce qu'il appelle les constantes du pareil au même à travers les changements conjoncturels. Là, je le rejoins et quelque part. Donc, la longue durée maintient le passé vivant. Donc, il y a une interprétation élitiste que le sociologue haïtien Jean Casimir propose de la crise haïtienne, mais avant lui, il y avait Jean-Paul Smart. Jean Casimir a écrit un ouvrage et a saisi la crise haïtienne à travers l'opposition entre l'élite et la masse. C'est la structure dichotomique élite-masse qui explique le blocage de la société haïtienne. L'élite renvoie à la culture latine et la masse renvoie à l'Afrique, aux traditions africaines. Donc, il a écrit tout un ensemble de travaux pour expliquer cette contradiction élite-masse qui traverse la société haïtienne depuis bien longtemps. Et on a vu, c'est l'une des premières interprétations de la crise haïtienne par Jean-Paul Smart, dans un ouvrage qu'il a publié en 1918, La vocation de l'élite. Il a montré que comment l'élite ne tient pas compte de la masse, de sa culture, de sa tradition. Donc, il y a toute une opposition entre l'élite et la masse. Et il y a un sociologue haïtien qui a repris. Et cette thèse, c'est Géraldo Setamon. Et quand il parle du régime d'historicité de la société haïtienne, c'est-à-dire que il y a cette ambivalence du temps qui traverse la structure sociale haïtienne. Donc, je ne vais pas trop développer, et c'est pourquoi je commence à énumérer un certain nombre de thèses. Il y a une thèse très connue, et c'est la thèse de Rolf Trouillot,
les racines de l'État du Valérien, qui met l'accent sur l'opposition entre l'État et la nation. Et nous savons que l'État renvoie à la dimension politique institutionnelle. La nation renvoie à la dimension psychologique, ethnique, culturelle et à la dimension psychologique. Donc, il y a une tension entre l'État et la nation. L'État se construit contre la nation. Et c'est ainsi qu'il saisit la problématique haïtienne. Nous avons d'autres côtés du XXe siècle comme Thomas Madiou, Bobo Ardouin, qui saisissent les premiers historiens haïtiens, qui saisissent la problématique haïtienne à travers la question de couleur, la question qui est reprise en quelque sorte par Duvalier. Et d'autres auteurs, d'autres historiens et constitutionnalistes focalisent leur attention sur d'autres aspects de la crise haïtienne. C'est le cas de Claude Moïse, qui met l'accent sur la crise, la problématique de la légalité. Dans un ouvrage très connu, Constitution et lutte de pouvoir en Haïti, il saisit la problématique haïtienne et à travers la tension entre la légalité constitutionnelle et les pratiques politiques. Pour comprendre ce blocage, cette tension et traverser la société haïtienne, il faut essayer de voir comment précisément la légalité constitutionnelle s'oppose aux pratiques politiques. Nous avons, par exemple, le cas de Pierre Etienne, qui a écrit un ouvrage, L'énigme haïtienne, et c'est sur l'échec de l'État moderne en Haïti. Pour lui, la crise haïtienne, c'est que le pays n'a pas su entrer dans la modernité politique. L'État moderne a échoué. Donc, il parle des sociologues Max Weber et Norbert Elias pour montrer précisément l'incapacité d'Haïti à entrer dans la modernité. Nous avons d'autres thèses comme par exemple celle de Bernard Joachim, qui étudie les racines de ce développement haïtien à travers le concept de dépendance, c'est-à-dire la domination et l'impérialisme qui exerce sur Haïti les pays développés. Donc, nous avons tout récemment un ouvrage très important de Lédo Rismond et concernant les racines coloniales de l'État haïtien. Donc, j'ai énuméré cet ensemble de thèses qui essaient de comprendre la problématique haïtienne. Par rapport à ma vision, à l'hypothèse que j'ai posée au départ, je pense que la crise symbolique haïtienne, c'est cette absence d'un espace identificatoire commun ou d'horizon symbolique partagé qui caractérise l'ordre social haïtien et qui se déploierait à tous les niveaux de l'ordre sociétal. Cela entraîne que la communauté haïtienne vit en masse de toute forme d'identité collective, de repères symboliques, de cas de référence. Aucune frontière symbolique ne vient unir l'espace national pour consolider et renforcer ces liens intersubjectifs. Et cette crise symbolique se déploie sur le plan politique, sur le plan économique. Sur le plan politique, c'est que les institutions politiques du pays ne sont pas en phase ou ne s'inscrivent pas dans une matrice symbolique intersubjective caractérisant la communauté haïtienne. Et depuis l'indépendance, et comme nous le savons, c'était une révolution prise faite contre l'ordre colonial, mais les institutions du pays ont assimilé, ont importé l'ordre politique, l'ordre culturel. C'est ça, cette contradiction inhérente à la formation de l'État postcolonial. Le système politique est en opposition avec la structure profonde de l'ordre social, la dimension symbolique, la dimension culturelle, qui n'est pas institutionnalisée. Autrement dit, la mise en forme de la société haïtienne à partir de 1904 et jusqu'à nos jours ne tient pas compte des repères, des mythes, des traditions qui caractérisent ce que j'appelle le pays profond ou le pays guinéen. Les partis politiques, nous constatons que l'échec des systèmes politiques, des institutions politiques, le Parlement, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire,
ce ne sont que des déguisements institutionnels formels qui favorisent l'enrichissement des gens, des politiciens. Donc, c'est-à-dire que le système politique n'est qu'une imitation, une pâle imitation du système occidental. Et cela renvoie précisément à une absence de repères symboliques qui devraient se matérialiser, s'institutionnaliser. Donc, l'ordre politique ne coïncide pas avec la dimension symbolique, anthropologique du social. Un exemple, dans la formation des États modernes, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie ou dans le monde musulman, il y a toujours cette mise en relation du symbolique et de l'institutionnel. Dans la société musulmane, il y a cette question de modernisation de l'islam par rapport à l'Occident. Dans la tradition chinoise, indienne, asiatique, donc il y a cette relation entre l'ordre politique et l'ordre institutionnel. Et tout récemment, il y a la redécouverte précisément de la tradition asiatique. Et au niveau européen, la formation de l'État moderne en Europe, eh bien, vient après l'ordre ethnique, l'ordre culturel. Donc, l'État moderne a été précédé précisément par un ensemble de traditions chrétiennes, romaines, grecques. Et ces éléments-là ont rendu possible l'institutionnalisation de l'État en Europe. Mais l'implantation de l'État en Haïti ne s'inscrivait pas dans un cadre culturel, symbolique, anthropologique, devant rendre possible précisément son déploiement. Et il en est de même pour l'aspect, la crise économique, la dimension économique de la crise. C'est-à-dire le modèle de développement qui est mis. Bon, on doit se demander s'il y a un modèle de développement. Même le modèle, les pratiques économiques ne s'inscrivent pas dans un univers symbolique, culturel, social, devant rendre possible ce que j'appelle la formation de cette communauté nationale. Donc, c'est-à-dire que, pour résumer, la crise symbolique haïtienne, la nature fondamentale de la crise haïtienne est d'ordre symbolique, anthropologique, dans la mesure où les repères culturels ne sont pas institutionnalisés sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan économique. Donc, il y a une répétition, il y a beaucoup de conjonctures. Donc, la crise revient, on parle d'une crise qui n'en finit pas. La crise n'en finit pas précisément parce qu'à la base, il y a une absence de repères symboliques. Toute communauté se déploie, vit dans un contexte de relations symboliques. Donc, c'est ça, à mon avis, ce qui explique, et ce qui pourrait expliquer la crise haïtienne. Donc, merci. Donc j'étais un peu très court, mais le mieux pour moi, c'est de recevoir vos commentaires, vos critiques. Il faut dire que je suis à New York, donc je pensais que j'allais faire la présentation en anglais. Donc, j'avais préparé ça, mais comme on m'a dit que je peux le faire en français, c'est pourquoi j'ai dû faire un résumé en français. D'accord. Donc, j'attends vos commentaires, vos critiques, s'il y en a. Merci, docteur Mésilas, pour cette présentation très intéressante et merci de l'avoir faite en français, d'avoir cette flexibilité qui est quelque chose de merveilleux quand même, de pouvoir passer du français à l'anglais au créole. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat ou vous pouvez prendre la parole ici. Comme je suis le modérateur, j'ai l'honneur de pouvoir poser les premières questions. Donc, docteur Mésilas, j'ai une question très simple qui est basée sur la conclusion. Vous parlez du fait que les dimensions symboliques ne sont pas représentées dans les institutions politiques dans l'État moderne d'Haïti. Ma question est très simple. Si la culture et les normes sociales du peuple haïtien étaient représentées
au niveau des institutions politiques, ça ressemblerait à quoi selon vous? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour peut-être trouver une sortie de crise et de cette crise elle-même dont vous avez parlé, de cette crise fondamentale? Quelles sont les voies de sortie et à quoi ça ressemblerait? C'est une excellente question et nous avons trouvé quelques prémices de solutions dans la cérémonie du bois caïman. Et quand les esclaves ont organisé une cérémonie religieuse culturelle pour résister à l'ordre colonial, donc ils ont politisé la métaphysique africaine, ils ont politisé le symbolisme africain. Donc ce symbolisme s'est manifesté à travers des pratiques sociales, culturelles et cette résistance. Donc je pense que cela ressemblerait précisément à une société qui se reconnaît dans ses institutions. Par exemple, un exemple, la question est tellement intéressante. Moi-même, je ne parlerai pas de République d'Haïti. Je parlais plutôt de Combit Haïti. Combit Haïti, le Combit. Quand on dit Combit, cela renvoie aux têtes ensemble, à la mise en relation, à la solidarité caractéristique du monde paysan. Donc, je pense qu'on aurait cette vision du social, du collectif. C'est-à-dire qu'il y a l'institutionnel serait précisément l'expression plus ou moins fidèle du collectif profond. Parce que depuis, comme on l'a vu, que la formation, l'organisation de l'État haïtien était surtout favorable à des élites politiques, économiques et culturelles qui n'avaient rien à voir avec les masses, avec les masses défavorisées qui maintiennent jusqu'à maintenant la culture populaire, la tradition populaire. On aurait une société, je dirais une société d'entraide, de solidarité. Parce que dans le monde paysan, on retrouve une grande forme de solidarité. On aurait cet échange, cette dimension symbolique, cette dimension de fraternité. Et puis, le politique sera l'expression du commun. Parce qu'il y a une crise. Bon, comme vous le savez très bien, la politique moderne passe par la représentation. Tout le système dans la pensée grecque, la politique, c'était l'identification. On cherchait à s'identifier au peuple qui était présent, qui participait. Mais le fondement même de la démocratie libérale, de la politique moderne, c'est la représentation. Or, la représentation n'est pas représentable. Elle manque de représentativité. Donc, les élites qui prétendent représenter la société, eh bien, précisément, dévient et échappent précisément aux besoins, ne tiennent pas compte des demandes de cette société. Donc, je pense qu'on devrait tenir compte aussi des différents récits qui traversent la société. La crise symbolique renvoie à une crise de récits, parce qu'il y a le récit arabe, le récit mulâtre, le récit africain, c'est-à-dire qu'il y a un ensemble de récits. De récits qui traversent la société. Donc, la société est traversée par une pluralité de récits, de discours, d'identification. Par exemple, chez nous actuellement, il n'y a pas de bourgeoisie. Il n'y a que des oligarchies mulâtres et arabes qui le savent, qui le reconnaissent, mais qui n'ont rien à voir avec la culture, la tradition du pays. Donc, toute la richesse du pays se trouve entre les mains d'une minorité qui n'a rien à voir avec la culture, la tradition, et qui n'a aucune sensibilité. Donc, la culture populaire permettrait d'avoir cette sensibilité, cette préoccupation, cette dimension lévinassienne, cette préoccupation pour l'autre, cette dimension butlérienne, de vulnérabilité. L'autre est vulnérable, l'autre est souffrant. Il n'y a pas cette préoccupation. Et pourtant, la révolution haïtienne a été fondamentalement une révolution pré-lévinassienne. La préoccupation pour l'autre, c'est pourquoi on a aidé toute l'Amérique latine, on a aidé même Cuba, on a aidé les Grecs, on a voulu tout aider. Donc il y a une dimension éthique de la révolution haïtienne. Il y a une préoccupation pour l'autre, mais les élites haïtiennes n'ont pas eu cette préoccupation, Et jusqu'à maintenant, comme vous le constatez, les plus corrompus, ce sont les sénateurs. Ils étaient au Parlement, ils vendaient leur vote au président, ils trafiquaient leur vote au président, et puis ce sont eux qui sont les acteurs de la crise. Ce sont eux qui ont fabriqué, concocté un ensemble d'accords, c'est pour des postes ministériels. Donc il n'y aura pas actuellement de crise, de solution à la crise, parce que les acteurs sont les plus corrompus de la société. C'est pourquoi je dis hier, il y avait la visite de l'émissaire américain qui a rencontré ces gens-là. J'ai dit que l'émissaire aussi devrait rencontrer les gens de la rue.
les marchands, les gens, ce sont ces gens qui souffrent. Ces gens-là qui sont ces politiciens ou ces partis politiques, ces gens se sont enrichis aux dépens du peuple. Et ils vont continuer. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de solution. C'est-à-dire que malgré, on parle d'une intervention, cela ne règle rien. Parce que ce sont les mêmes voleurs, les mêmes corrompus. Ils veulent avoir. Je vais vous dire quelque chose, c'est très important. Et il y a beaucoup de politiciens qui s'opposent à l'arrivée, à la demande du président. Ce n'est pas que je sois d'accord avec le président, avec le ministre. Mais si ces gens-là avaient un poste ministériel, ils diraient oui. Comme ils ne sont pas au sein du gouvernement, ils diraient non. Mais s'ils étaient au sein du gouvernement, ils accepteraient l'intervention étrangère. Ce n'est pas la question, ce n'est pas le souci du collectif. Donc, la crise haïtienne, elle est vraiment profonde. Donc, cette intervention, et il faut dire que les interventions étrangères n'ont rien fait. En 1994, l'intervention a été faite, c'était pour éviter les votes plus pour les Haïtiens. Et en 2004, elle a été faite, c'était pour punir le président Aristide qui a voulu demander restitution de réparation. Donc, l'intervention étrangère n'a rien à voir avec les intérêts, la souffrance du pays, du peuple haïtien. C'est-à-dire qu'il y a deux acteurs qui sont responsables de la crise haïtienne. Ce sont les politiciens haïtiens, l'élite politique et la communauté internationale. Oui, même s'il n'y a pas de communauté, c'est une fiction. Il n'y a pas de communauté d'intérêt, de valeurs, de presse et d'identité. C'est une fiction politique, une fiction géopolitique. Ce n'est pas une réalité. Donc, il y a ces deux actes-là, les politiciens et puis la communauté nationale. Donc, la situation va s'empirer parce que tout simplement, les propositions, les solutions qui sont proposées ne tiennent pas compte du pays guinéen, du pays profond. Oui, c'est une réponse très forte et je pense une réponse très, très juste. Toutes les preuves sont là. Le parti tête Calais a été mis au pouvoir par les Américains avec l'intervention de Clinton. On n'a pas eu d'élection au niveau local. Les institutions locales sont disloquées parce que on n'a plus de maire, on n'a plus d'élus locaux. Donc même le système d'État-nation moderne ne peut même plus marcher parce que, à la limite, on n'a même plus de représentants. La deuxième chose à laquelle je pensais pendant que vous parliez aussi, c'est donc il y a eu ce livre qui a été publié il n'y a pas longtemps, Maroon Nation par González, avec l'idée qu'il existe un État marron qui a surgi pendant le 19e siècle et qui est un État décentralisé qui est constitué de petits lacous, qui est constitué de villages, qui est un État extrêmement décentralisé et qui n'est pas un État vertical, mais on parle plutôt d'un pouvoir horizontal, mais c'est un pouvoir qui n'est jamais respecté non plus. La chose à laquelle je pensais pendant que vous parliez, et c'est une question aussi, c'est on parle de la paysannerie haïtienne, ça fait 150 ans qu'on dit qu'elle disparaît, la paysannerie haïtienne, mais elle est toujours là. On a toujours des collectifs paysans qui ont des voix très fortes, des propositions très fortes, qui savent quelles sont les solutions à leurs problèmes. Ma question, c'est comment peut-on écouter ces voix? Comment est-ce qu'on peut travailler avec les collectifs paysans et comment on peut ramener, on va dire, l'esprit populaire d'après 1804 de la fondation des paysanneries de nouveau, on va dire, au pouvoir? Quelles sont les choses à faire, en fait, pour, encore une fois, peut-être pas pour sortir de la crise. Je ne pense pas qu'il y ait une solution directe, une silver bullet pour sortir de la crise, mais on parle depuis des décennies de décentraliser l'État. Il y avait un État décentralisé qui existait. Comment ramener cette réalité aujourd'hui? Il faut aller directement à eux, à la paysannerie. C'est comme dans la tradition grecque, mais sans exclure les gens. Chez les Grecs, on a exclu les femmes, les esclaves et les métèques, les étrangers. Donc, il faut faire une ecclésia haïtienne, c'est-à-dire aller directement vers eux et faire ça. Il faut être direct, c'est ça. Parce que la médiation politique pose problème. La représentation n'est pas représentable. Elle est un artifice de la politique moderne. Donc, alors que nous-mêmes, parce que la politique moderne, la théorie politique moderne, c'est coupé de la culture, de la tradition, de l'histoire. C'est une fiction anthropologique élaborée pour penser l'artificialité de l'État. Mais
en retour, cet État moderne s'inscrit de la tradition, de la généalogie grecque, romaine, chrétienne. Mais chez nous, il y a eu cette coupure avec l'ordre colonial. Donc, l'État post-colonial donc, a assimilé, a importé les valeurs occidentales sans tenir compte donc, des repères symboliques et qui ont caractérisé l'ordre colonial. Donc, je pense qu'il faut aller directement, c'est le temps, il faut repenser la représentation, c'est-à-dire qu'il faut aller directement aux gens et ça peut se faire, de la mesure où il y a de la volonté, il y a les moyens. Vous voyez, donc c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut remettre en question la représentation. Parce que quand on dit on va résoudre cette crise en voulant égaler les élections, l'élection a toujours historiquement été une affaire aristocratique. Ce sont les aristocrates qui participent aux élections. Il y a une critique très importante, je crois que de Claude Manet concernant les élections. L'élection est toujours aristocratique, elle n'est jamais démocratique. Donc, et puis, il y a eu, Haïti n'a pas fait la révolution industrielle. Donc, le système politique européen a été précédé d'une théorie politique, d'une théorie économique, que la révolution industrielle, d'une théorie de justice sociale au 19e siècle. Il y avait la pensée politique 16e, 17e siècle, 18e siècle, la révolution économique, 19e siècle, la question sociale. Donc, on n'est pas passé par là. Donc, je pense qu'il faut aller directement aux paysans, à la paysannerie. Il faut l'entendre, il faut l'écouter. Quand j'étudie l'anthropologie mexicaine, le des problèmes est que les gens du Sud, les zapatistes disaient, l'un des problèmes, c'est qu'ils disent que les autorités parlent beaucoup, mais elles n'écoutent pas. C'est l'un des problèmes. C'est qu'elles parlent beaucoup, mais elles n'écoutent pas. Il faut aller écouter les gens. Et le combi permet ça. C'est tradition. Donc, je ne dis pas qu'il faut couper court, qu'il faut remettre en question les valeurs de l'Occident, mais il est temps aussi de tenir compte de cette trajectoire culturelle symbolique qui accompagne le haïtien et qui fait qu'il résiste. Donc, il est 3h30 et malheureusement, je dois partir, mais est-ce qu'on a des dernières questions dans le public? Do you have any questions for Dr. Mésilas or for Mr. Corneille? So I will end up here. I want to thank everyone for those really lively discussions. I hope that perhaps next year at the Asian Studies meeting, I will have the pleasure to meet you, Dr. Mésilas, and Wester. Those conversations, I think, are timely and crucial, especially when it comes to Haiti. I have a lot more comments to make about the nation state. I'm French, and I'm thinking about France. It's also, you know, it's also a model in crisis in France, and the institution of a nation state in France came with great sacrifice as well. So I do not think that even for the West, the model of the nation state is something that is democratic or that is representing us as a people. But with the post-colonial perspective that you brought, Dr. Mésilas, it's really, really fascinating. So I want to thank everyone for these excellent papers. And please, if you do have questions, I need to leave the meeting now because I have a meeting right now. But I want to thank you again. I thank everyone, and I am leaving the meeting, but if you want to continue the conversation between you, you can do that. Au revoir tout le monde. Au revoir, and thank you, Vincent, for your time, your comments, for everything. Thank you for the way you moderate the conversation. I really love it. You know Coupe Chloé very well. Maybe we can have a conversation about him anytime soon. J'aimerais Coupe Chloé en pile en pile. Okay, thank you. Spécialement Trio Select, la partie troubadour. Okay. Yes. Before transforming to Coupe Chloé, it was the first moment. Yes. Trio Cristal. Before it was Trio Cristal, after Trio Select, and lastly, Ensemble Select Coupe Chloé. That was the last name. Yeah. I like Compa Mamba, but I like the troubadour style, the quiet style. Very good. We can have a discussion about it anytime. Yep. Okay. Well, thank you, everyone. Au revoir tout le monde. Thank you. Bonne journée. Bonne journée. Bye. Il y a une question? Lucas, continuez. Oui. Pas de problème, oui. Il y a une qui a une question?
Oh, hello. If I could give just a quick comment in English. Yeah, yes, if you want. Creole Moise, I need a lot of practice lately. I've been in the United States too long. But I'm just, yeah, I'm really, I mean, I'm really in agreement with you. I study the indigenist generation of folklorists and how they involve with the United States. And I think they saw the same link between the power of the symbolic in forming institutions. And yeah, I just thought that is a long throughway from the Haitian Revolution through the occupation generation and second independence and to the current crisis today. But that's all I had to comment on. Yes, the indigenous movement in Haiti was very important for the country. I have written an academic article about this topic in Mexico for the academic journal. It is available on internet. If you go to Google and you write KS el indigenismo, you are going to find it. The indigenism in Haiti was an important moment in the Haitian political thought, in the Haitian cultural thought. It was at this moment that some intellectuals, some scholars, tried to rethink the foundation of the Haitian state, the foundation of the Haitian nation, based on the recuperation of the African myth, tradition, and values. It was important because from 1804 to 1927, with the publication of the book of Jean-Pierre Mars, Ainsi par la loi, Haiti has been defined, conceptualized from the Western perspective. The Haitian elite imported Western tradition, the political system, the economic system, and the social customs. They overlooked the Haitian tradition, considering them as backyard, barbarous. It was with the indigenous movement that the Haitian began to reconsider its African tradition. It is with the indigenism that in Haiti, we began with the popular music, the popular painting, and there was a radical shift in the Haitian history. For example, in the 1930s, with the creation of the movement Les Griots, the development of negritude, it was, I can say that the Haitian, the indigenous in Haiti had impact on the cultural movement in Africa, in France, in the Caribbean, because it was the beginning of the recuperation of the African tradition. For example, Léon Gontran Damas, Leopoldo Sédar Senghor, Aimé Césaire, all recognize, acknowledge the relevant role of Haiti in the defense of the African tradition. I think it's important. But on the contrary, in the case of the political system, it has been constructed against the national tradition, the values of the country. This is the problem. And so far, we don't have a political elite. We have no economic elite because we don't have symbolic references that structure the society. Every society is based on symbolic intersubjectivity, on symbolic values, references. You need to have some symbolic frameworks to organize the society, the national community. As I told before, I told before, when we take the case of the Muslim world, the Chinese world, or the European world, the national community are based on cultural, symbolic references. You cannot build a society without cultural tradition, without valorizing your tradition, your values. I think this is the contradiction that we have in Haiti. That's the reason why any solution that discard, that overlook, for example, the Haitian tradition, values, won't be effective, because the most important is to valorize the culture, the national culture, the popular music in the case of Coupé Cloué and other important Haitian musicians. This is my perspective. That's why
I am about to publish a book which is called Theory of the Haitian Crisis. This is in French about the Haitian crisis, and I'm now in New York. I'm giving some lectures, some talks about the Haitian culture, and I would like, for example, Ramon Chacon, I see that you live in New York. We can have some exchanges about lectures, book presentation. For example, I've just published a book about the relation between Haiti and Dominican Republic, based on the idea of race and racial discrimination. But this is a book that was the bestseller of the State University edition. It was this year was the bestseller. So if we can exchange, we can organize some academic activities in order to. I just given my phone number, my email to Corneille. To Corneille, he has made you have made a wonderful presentation. You have to publish this text. It is wonderful dissertation. I like so much. A very wonderful, wonderful dissertation. It is a high level. This is a master degree. You should have a master degree for this presentation. This is very profound, profound. Thank you very much, Professor. It's really important because as someone who's using to watching you, to see what you're doing on television, on in a classroom, and it's very, I don't know how to say that, but I'm very happy to share the room with you today and to listen to your perspectives. And this is I can say that this is one of the pieces of my record right now. Because I was speaking at the same table with Dr. Mezilas, and I just said I recently seen this book about the Haitian crisis, and how to analyze, to see the Dominican crisis in the length of your book. And I think I will buy it this weekend at La Playa Library. I think I'll do that, just to have a broader understanding of the thesis. And maybe I will reach out to you to let you know my takeout about it, and we can have a discussion about this book and enhance my perceptions of the Haitian crisis. I think it's really important right now because it's a lasting crisis, the crisis between Dominican Republic, DR, and Haiti. And whenever we have a new perspective to understand that, also approach that, I think it's very important for me. And I'll do my best to have the book this weekend and reach out back to you. So yeah, thank you. Yes, and thank you for the presentation. I have a quick question. Yeah. I have a quick question, if I may, real quick. Yes. Can you hear me, guys? Yes, I hear you. Yes, I hear you. Yes. All right. Thank you for great presentations. I didn't have a chance to listen to the first presentation integrally, but really thank you for both presentations. I think I'm gonna go back, and eventually they will have it somewhere on YouTube. I can get back to it. But I have a questions regarding the way we try to how would I say that? When we talk about Haiti and we talk about our condition as a nation, as a sociologist, I feel that there's a tendency to always start the narrative back as if from 1804, since the independence to nowadays, there's nothing we can get like in between to construct a new narrative. I feel like there's something about the way we say our story, the way we construct our narrative as well. I'm totally for the idea of, going back to the symbolic or the symbolism of our nation. But my question for you, Dr. Mezilas, and I've read your work, by the way. I love your writings, and
I mean, I'm a big fan of your work on the Latin so America. Thank you so much. Really, I have to say that. Good. And this is you are one of the researcher I like to read because it's profound and you know your stuff. Now, having said that, when it comes to the narrative we have to construct, I feel like we will always be 200 years late, since it's always something we need to go back to, you know, the independence. We need to go back. It's like nothing happened in between. Is it possible, Dr. Mesilas, to construct a narrative based on, you know, what has happened in recent time? Like, for example, let's take the event of 1986, the way we stood up against a violent, you know, ruling of the dictator Duvalier. Is there a way you can take any moment in history, but is there a way we can construct a new narrative based on what has happened in between? Not just think of ourselves as, you know, a society that doesn't exist, that never existed. Can we think of a way to construct a narrative based on what we've done so far? You have made it is an interesting question you have raised. I think that when we go back to 1804, the idea is not to return, but to valorize what we have done, what we have as cultural references, as symbolic frameworks. This is the most important. For example, the formation of any nation is based on its narrative, on the cultural symbolic narrative. The formation of the Asian nation was not based on this. It was based on the importation, the imitation of the Western narrative. Or you cannot construct a political community without knowing who are you, where are you going. For example, Samuel Huntington has published a book, Who Are We, regarding the United States. But I think that the idea to look back doesn't consist of rejecting what we have done after 1804, but it is on the contrary, the idea to consider the deep symbolic values of the country, because we cannot construct a state. There are some values of solidarity, brotherhood, friendship. We don't have those values at the political, economic levels. But I think that, for example, I took the example of the Wakaima ceremony. It was based on the on values, on tradition, on the symbolism, and this helped those slaves to construct, to reject, to deconstruct the colonial system. I think I'm agreeing with you when you are talking about the in-between, a concept very present in Homi Baba. We have in the Caribbean or the concept, the creolization. If I don't want to use the idea of in-between, which is very good, the hybridity, the idea of the creolization, we need to have a plurality of narratives. We need to consider the complexity of the nation. It is not to take into consideration one narrative. No, you have to consider the complexity of our society, which that has many groups, many social groups. But the fundamental problem, the fundamental problem of our country, as I've told, has to see with how do we construct our narrative. We have no narrative that is institutionalized at the political, economic, and social level. That is why those political elite are exploiting the country. This is what I think. We need to go advance, to move forward. You see, but any society, for example, right now, the Chinese are giving classes of Confucianism. There is a return to the Confucian values in East Asia. When they try to reconsider the values
The European, they have, when we speak of human rights, democracy, freedom, there are some values that the European, the Western, defend the value, the tradition. We should establish an in-between with the West, with other tradition. The idea is not to close on ourselves, but to open to new narrative, to new values. But we have to take into consideration our traditions. I think there might be some echo on you, Jean. Yeah. Turn your volume down. Je vais sortir maintenant, mais je vais continuer à vous entendre. Je dois aller quelque part, mais je continue à vous suivre sur mon téléphone. D'accord? Donc, on peut continuer le débat. Okay, and by the way, I wanted to say hi to Webster too as well. I didn't do that, and I really, I appreciate your what you're doing. Great research about Coupe Cloué. My point was to be very specific about how we position ourselves in a society that is obviously dynamic. A lot of things have happened, since 1804. The Haitian society right now, it's not what it was 50 years ago. There's a lot of very complex imbrication of values. Now, one question is to ask ourselves, is there such thing as universal values? Does that exist? Now, if that does exist, where are we positioned when it comes to those values? Like if I wanted to take a very precise example about, religion, a worldview that we as Haitian people, we share on a, general scale. I heard the discourse that, we have Vodou and we have, this is our religion, we have Creole, this is our language. And there's a tendency to think of it as if, okay, Vodou is our religion and that's it. We create that enclosed identity and then we put ourselves inside a box as if the society never evolves, as if there was a way we could constrain people to accept a certain world vision. So my problem with the type of, reflection about the society is that it tends to see the society as something static. 1804, we did that and then nothing happened after that. I do understand the dynamic to create a new narrative based on what happened in 1804. But in between, a lot of other things happen that define us all together as well. We are a dynamic society. Haiti, 50 years ago, it's not the same Haiti today. How can we take into consideration the fact that there are things that evolve in a good sense, symbolically, and there are things that evolve in a bad sense? So how can we integrate all those aspects of the society without, create a box for ourselves and think ourselves inside of an identity that would be like closed? This is my questioning about this type of thinking. How can we create something that take into consideration the dynamic that has been created in the society? All right, we might have to wrap it up soon after that, but it is a very evocative question. I think there could be a lot said. So I guess you guys can continue if you'd like over the phone. But we might have to wrap up soon before the end of the hour. Do you have anything else to say, Professor Mesilas? Oh, we may have lost him. I'm going to make sure. I'm here. Okay. Hello.
Hello, désolé. Hi, do you listen to me? Yes, we can hear you. I think we're wrapping up now, Professor. See, since as I'm going, I think that all the reflection, I'm agree with him, with Abel. It is clear that we need to consider a new narrative to take into consideration the problem of universality. But the problem is that when you speak of universality, you can take the example of the Western world. Of the Western world, the West has incarnated the universality. Oop, and I think we've lost the bandwidth. If you want, since I am a little bit available, I am going right now. I'm leaving my house right now, and I hope I will have the occasion to exchange. I really appreciate that we maintain the contact. You have my phone in the chat and my cell and my phone number. I hope that we will be able to discuss. Sounds good. We'll stay in touch. Thank you so much, Professor. Oh, thank you. Thank you. Merci un pile, Professor Mézilas. Professor Konay, merci un pile for sharing your research with us. Thank you so much.